aussi. Romain Meignier, bonjour, et Laurence Bourgeon, bonjour aussi. Bienvenue dans Variant les éditions en live. On est très heureux de vous recevoir parce que votre roman a été pour un certain nombre une très belle découverte. Oui. Est-ce que Laurence, vous pouvez déjà commencer par nous présenter Romain et comment vous l'avez déniché? Oui, alors Romain, c'est un auteur important pour nous puisque c'est le premier auteur français qui a rejoint le catalogue des éditions Cambourakis depuis qu'on a relancé le domaine en 2017. Donc son premier roman qui est Revoir Marceau, je ne sais pas si vous l'avez tous vu, qui est paru en 2017. Je l'avais reçu à l'époque où je cherchais à étoffer un peu par le biais d'un agent, Jean-Baptiste Gendarme, qui est devenu éditeur depuis, qui m'avait envoyé un certain nombre de textes, mais c'est vraiment ce qui m'a interpellée. Enfin, c'est le genre de texte dans lequel on se plonge et je l'ai lu d'une traite. J'ai tout de suite été séduite par l'écriture, par la fantaisie, euh, voilà, par l'originalité et la qualité du texte. Et voilà. Enfin, après, on va reparler du contenu, mais et je suis très contente d'accompagner Romain dans la suite de son travail, et puisque c'est donc le roman qu'on publie avec L'Île Blanche, qui est paru là, juste avant le confinement. Voilà. On reparlera tout à l'heure de cette période délicate pour Romain et tous les auteurs qui ont dû avoir du mal à faire connaître leur livre. Et Romain, quant à vous, comment vous êtes devenu écrivain déjà? Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter votre parcours de vie? J'ai vu que vous avez fait une formation aux Beaux-Arts, un peu Oui, de design graphique également, et que maintenant vous travaillez donc dans la presse médicale spécialisée. oui, c'est ça. Oui, oui, j'ai fait 5 ans de Beaux-Arts à Rennes, où on a une première année générale, comme dans tous les Beaux-Arts, où on fait un peu de tout. On touche à tout, et puis après, on se spécialise. Et je me suis spécialisé en design graphique, et j'écrivais pas énormément à l'époque. J'avais écrit un petit peu plus jeune, et puis après, j'avais arrêté. Et on avait eu un atelier d'écriture avec Christine Lapostole, qui est une auteure qui était chez Flammarion, qui maintenant a quitté un petit peu le milieu des éditeurs parisiens pour s'exiler en Bretagne. Et donc, elle animait un atelier d'écriture qui avait duré 2 jours, simplement, où il fallait décrire un lieu de notre choix. Et j'ai eu un peu de chance parce que tout le monde s'en foutait, sauf moi. Donc, donc clairement, ça avait plutôt bien marché en fait. J'avais eu de la place pour que ça marche. Elle m'avait encouragé à continuer. J'avais écrit une petite nouvelle. Et donc, sorti de ça, j'ai écrit d'autres nouvelles. J'ai écrit après les Beaux-Arts en 2013. J'ai écrit un premier roman que j'ai réussi à finir, qui s'appelait 14 heures du matin. C'est un roman qui a rien donné. C'était une histoire un petit peu incongrue d'un chien qui parlait. Enfin, il avait des problèmes de gorge. Mon personnage principal, qui je pense ressemblait peut-être déjà un petit peu à mes narrateurs d'aujourd'hui, il était comportementaliste canin. Et donc, il rencontrait un petit peu par hasard ce chien. Enfin, la maîtresse de ce chien venait le voir parce qu'elle avait l'impression qu'il essayait de dire quelque chose. Le chien, enfin, c'était un bulldog français. Et les bulldogs français, ils font des bruits bizarres parfois. Et bref, le narrateur, lui aussi, se convainquait que ce chien avait quelque chose à dire. Enfin, c'était un petit peu n'importe quoi. C'était clairement pas un super roman. Mais ça a permis de me lancer un petit peu là-dedans. Et je crois que je l'avais envoyé à Monsieur Toussaint Louverture, ce livre. Je l'avais envoyé à un seul éditeur. Je connaissais aucun éditeur à l'époque. Lui, j'aimais bien ses livres, ils étaient très beaux et tout. Pas aussi beaux que ceux de Cambourakis, mais il y avait un petit effort de... et il m'avait évidemment jamais répondu. Et il avait eu raison. On Et connaît ça. ouais, voilà. Et donc, suite à ça, parallèlement, en fait, je tenais un blog que je tiens toujours, mais très rarement, sur Tumblr. Et j'écrivais très souvent. Et puis j'ai écrit un autre livre qui s'appelait cette fois Autodafé.
et qui était, j'avais eu pas mal de temps à l'écrire et c'était trop compliqué, je l'assumais pas non plus. C'était une sorte j'avais relu un petit peu la période viande de Vernon Sullivan et j'avais eu envie d'écrire un roman très très noir, très violent, pornographique. Voilà, j'ai fait ça. J'ai fait ça pendant un an. Et là, je l'ai proposé à personne là parce que je pouvais pas assumer ce qu'il avait écrit. C'était pas intéressant. Il n'était pas fini. Il n'était pas vraiment fini. Et donc j'ai enchaîné avec ce qui est devenu Revoir Marceau. Et là, j'ai commencé alors je travaillais à plein temps comme aujourd'hui d'ailleurs encore. Et j'avais déjà commencé une semaine par an à partir une semaine tout seul, c'était souvent en Lozère, pour commencer un livre. Pour vraiment tomber 30 pages, 30 bonnes pages pour revenir à Paris et puis avoir une matière pour continuer. Et donc, je suis parti là pour commencer un livre et ça a plutôt bien marché. Je sentais que celui-là, ça allait pouvoir être quelque chose de sérieux. Et, et je l'ai envoyé, je crois que j'ai envoyé ce manuscrit à un auteur qui s'appelle Clément Bénèche, avec qui je parlais un petit peu sur Internet, qui est un jeune auteur qui est chez Flammarion, un très bon auteur. Et il m'a dit, ça me plaît bien. Donc, et là, ça va rejoindre ce que Laurence a dit, c'est que je l'ai envoyé de sa part à Jean-Baptiste Gendarme, qui à l'époque était, en plus d'être écrivain chez Gallimard, était agent. Et c'est là qu'il a cherché des maisons et que Laurence a dit oui. Et c'est là que du coup que je suis devenu écrivain parce qu'il y avait mon nom sur un livre dans des librairies. C'est Et à peu près alors, le parcours. est-ce qu'on peut faire le pitch des deux romans, déjà Oui, de oui, Revoir Marceau et de l'île Blanche. Ouais. et de l'île Blanche, oui. Le premier roman, c'est donc Revoir Marceau. Ça se passait en Lozère, dans un tout petit village qui est très inspiré de là où j'ai mes origines. Et un petit village perdu dans la montagne. Et en fait, le narrateur sort de la douche et se rend compte que sa femme est partie en l'enfermant dans la maison et elle est partie avec la voiture. Donc, il a pas. Ben lui, il sait pas trop quoi faire. Il se rend compte qu'elle est partie. Il sait pas trop pourquoi. Et donc, il va se demander un peu pourquoi et il va se demander quoi faire. Donc, pour l'instant, il est à poil au milieu du salon. Elle est partie, il sort de la douche. Il est plutôt bien. Et puis en fait, il va essayer d'errer dans la campagne. Enfin, il va errer dans la campagne et finir par vouloir rejoindre Paris un petit peu par tous les moyens. Et il va faire des rencontres, le prêtre du village, des habitants. Et puis il va essayer de prendre le train, mais il n'y a plus de train, il y a la grève. Enfin, c'est une pérégrination comme ça jusqu'à Paris, jusqu'à Marceau, pour revoir Marceau qui est sa femme en fait, pour essayer de comprendre pourquoi elle est partie, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qui marche pas. Et donc c'est un roman d'une centaine de pages sur ce voyage-là et qui se veut assez léger avec un narrateur qui est le narrateur de l'île Blanche, même si c'est pas une suite du tout l'île Blanche, mais qui est déjà là, je crois, un type un type qui fait jamais ce qu'il faut, qui a une lecture des choses un petit peu à côté. Ça c'est le pitch du premier. Et J'adore ces pitchs à chaque fois. Et on avait eu le pitch justement de Laurence qui avait eu du mal forcément à raconter vos livres parce que ça part dans tous les sens et c'est à la limite de l'absurde et on adore ça. On adore ça. Bon, donc passons à l'île Blanche. Oui. Ouais, mais c'est vrai qu'il me faut toujours un peu d'absurde quand je commence quelque chose. C'est vrai que j'ai du mal à raconter une histoire avec peut-être quelque chose enfin, sans absurde. Et donc l'île Blanche, ça se passe cette fois sur une toute petite île au large de la Sicile, qui pourrait être dans les îles éoliennes, un peu au nord de Cefalù, de Palerme. Et donc là, il y a un mariage, et donc c'est le narrateur et sa femme qui se marient là-bas. Sa femme qui s'appelle Hélène cette fois. Et donc ils fêtent ça avec des amis, la famille. Et en fait, au tout début du livre, le narrateur et sa femme ils se sont un petit peu éloignés de la fête et ils sont sur une sorte de colline à quelques centaines de mètres de la fête et ils fument une cigarette.
Et on sent qu'il y a un petit problème dans l'air entre eux, on ne sait pas trop quoi. Et puis lui, sans y prêter attention, va jeter son mégot de cigarette dans les fourrés. Et ils redescendent tous les deux à la fête. Et en fait, très rapidement, il y a un feu, évidemment, qui se déclare, un énorme brasier qui va enflammer toute l'île. Et donc, ça part de ça. Ça raconte leur fuite, en fait. Le narrateur et Hélène, sa femme, et d'autres personnages, dont un important qui s'appelle Emilio, qui est un Italien et qui est le responsable de l'organisation du mariage. Une sorte de type qui ressemble à Nestor dans Tintin, un peu. Très, très grand, fin, habillé en blanc. Et donc, voilà, ils vont essayer de sauver leur peau, de regagner peut-être la Sicile, enfin la grande île de la Sicile, s'ils y arrivent. Et puis, on va essayer de comprendre aussi ce qui n'allait pas au début entre eux, peut-être. Pourquoi Hélène semblait pas tout à fait contente de la situation. On se rend compte assez vite qu'un des problèmes, c'est aussi que le narrateur s'est déguisé en Batman au mariage. Ça, bon, ça l'éclate pas, vraiment. Bon, il y a tout un tas de trucs à découvrir après. Et Philippe Jaénada, justement, disait de vous que c'est comme ne rien faire en mieux. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai qu'il a écrit ça. J'ai bien aimé cette phrase. Je pense qu'on peut la voir en positif ou en négatif, mais je pense que lui la voyait en positif. Il voulait dire que mes narrateurs font rien, en fait, ils font jamais rien, et dans mes livres, on n'est clairement pas sur des livres d'aventure ou d'action. Enfin, c'est des aventures. Quoique là, il y en a une quand même. Il y en a eu. Là, il y a eu. Ouais, là, c'est là. Ouais. Là, c'est Hollywood, là, pour moi, là, ce que j'ai fait. Un feu, là. Ouais. Mais en effet, c'est c'est de l'aventure microscopique à chaque fois. C'est ça que j'aime bien. Et donc, ouais, j'ai été très content de cette phrase. C'est vrai. Et concernant le titre du livre, L'île blanche. Pourquoi blanche d'ailleurs? L'île, ok, mais pourquoi blanche? C'était en référence au mariage, à la cendre aussi, un petit peu, qui peut recouvrir des surfaces de blanc. J'avais eu d'autres idées de titres, mais rien ne me semblait assez bien. Ça me plaisait bien, l'île blanche. Et puis, il y a évidemment une référence à Tintin. Deuxième fois que je parle de Tintin, et je crois qu'il est 19h20, ça va poser problème. À l'île Noire de Tintin, en fait, qui est quand même ma plus grosse référence littéraire. Et du coup, voilà, ça s'est trouvé comme ça. Après, clairement, j'ai pas un don pour les titres non plus. J'aime bien, mais disons que je choisis assez vite un titre quand je commence l'écriture d'un roman, parce que j'ai du mal à écrire sur un fichier sans titre ou nouveau roman. J'arrive pas à me projeter, donc je choisis un titre qui me vient et souvent il reste. Euh, et j'arrive pas à en changer. Mais on s'y attache. Je le trouve parfait ce titre. Ah bon? Ouais, il est simple, sobre, efficace. Il colle parfaitement au livre, donc je le Oui. trouve parfait en tout cas. Je passe la parole à Jean-Marc, notre voix d'or, notre Pierre Tchernia de Ah, Vaillant les éditions en live. ça y est, je suis habillé pour la soirée. Merci Anthony. J'ai pas encore lu le livre, Romain, mais je me posais une question avant, donc cette soirée, je me la pose encore plus en vous écoutant. C'est un peu l'influence graphique, parce que vous avez une formation graphique et déjà vous avez parlé 2 fois de Tintin, et puis vous bifurquez vers l'écriture. Vous n'avez pas pensé à un moment donné à aller plutôt vers la BD ou ce genre de choses. Et ce qui va avec, c'est que quand on vous écoute faire le pitch, comme dit Anthony, des livres, on voit tout de suite, on a l'impression que vous décrivez les personnages. Enfin, il y a un côté très graphique dans vos descriptions. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous pourriez bifurquer, ou est-ce que non, c'est définitivement abandonné et puis maintenant c'est l'écriture? Vous parlez de la BD, de bifurquer vers la BD. Ouais. Par exemple, Non, c'est pas du tout trop tard. Et d'ailleurs, j'ai des projets en cours avec ma femme, d'ailleurs, qui est illustratrice. Et on a une BD sous le coude qu'on est en train de préparer pour peut-être démarcher après des éditeurs. Et donc, non, c'est pas.
pas du tout fermé à ça, au contraire. Mais alors, dans la BD, là, ça va être du dialogue. Et donc, ça serait quelque chose que je fais pas du tout parce que dans mes livres, il y a pas de dialogue, en tout cas sous forme de tiret, dialogue classique. C'est des dialogues qui sont. Il y a un nom, je crois, que j'ai oublié pour ça. Des dialogues insérés dans la phrase. Et donc, ça, c'est un petit peu un challenge d'arriver à ça, d'arriver à faire sonner des dialogues. C'est un autre travail, je crois, vraiment. Il y a des écrivains et des dialoguistes. Je pense que c'est pas exactement la même chose. La même recherche c'est plus direct quand il y a des dialogues. Le lecteur, il entend quelqu'un parler. Alors quand on fait que c'est que des phrases, bon, bah, c'est pas le même travail. Il faut réussir il y a plus d'ingrédients à gérer peut-être. Cela étant, Mais en vos tout cas, dialogues sont très parlants, en tout cas, même en étant indirects, ils sont véritablement très parlants. parce qu'il y en a très peu en fait, je crois. J'essaye d'en mettre très peu. C'est pas des personnages très bavards en général. Et donc, en général, oui, c'est vrai que ça va être les dialogues vont être des chutes ou des petits mots comme ça qui vont créer, je pense, un petit peu aussi d'absurde parfois, un petit peu de mystérieux. Ouais. Vous avez une très Stéphanie, grande bibliothèque, Jean-Marc. Stéphanie, J'ai remarqué aussi, ouais. Oui, bonsoir Romain et bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a interpellée. Vous avez dit je suis devenue écrivain parce que mon nom était noté sur une couverture. Donc, à quel moment on devient écrivain en fait, et, par rapport à ce qu'on… Parce que je pense que vous avez peut-être toujours écrit, ou bien en tout cas que la question de l'écriture vous a peut-être longtemps occupé, je ne sais pas exactement, mais est-ce que c'est un déclic vraiment de voir son nom sur une couverture pour le statut d'écrivain, ou bien est-ce que ça se passe avant? Enfin voilà, c'est une question qui m'intéresse. Ouais, c'est très intéressant ça rejoint aussi la question de se sentir légitime ou la question du syndrome d'imposteur que peuvent avoir beaucoup de gens qui créent. Voir son nom sur un livre la première fois et le voir en librairie, ce qui a quelques mois après, c'est à peu près la même chose. C'est assez marquant, c'est sûr. On se sent exister un petit peu en tant qu'écrivain. Oui. Après, j'avais envie d'écrire des livres depuis que je suis tout petit. J'ai envie d'écrire des livres, mais c'est un petit peu quand j'ai dit je suis écrivain depuis que j'ai lu mon nom sur un livre, c'est parce que je parle plutôt du statut social que je peux avoir ou que maintenant quand je me présente, je dis plus simplement que je suis graphiste, je dis aussi que je suis romancier ou écrivain. Et c'est plus par rapport à ça. C'est pas non plus très très important, mais c'est surtout qu'en fait je pense avoir validé quelque chose puisque ce roman a plu à Laurence, a plu à un éditeur, à une maison qui a accepté ça, qui a mis de l'argent aussi, il y a tout un système qui s'est mis en route en fait. Et donc ça valide un petit peu mon sentiment d'être écrivain. Mais c'est vaste, je sais. pardon. Allez-y. Non, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Martine, Oui, bonsoir à tous, bonsoir Romain. Je n'ai pas encore pu lire Revoir Marceau, mais j'ai vraiment beaucoup aimé L'île Blanche, notamment en raison de votre narrateur, qui est lunaire, tout le temps en décalage. Et j'aurais aimé que vous nous parliez un peu de lui. Et si j'ai bien compris, vos narrateurs sont souvent comme ça, tout en, j'allais dire, à côté de la plaque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous choisissez des narrateurs comme ça pour vos récits? Et j'avais une petite question supplémentaire. Est-ce que pour L'île Blanche, c'était une évidence pour vous que le récit serait raconté par la voix du narrateur à la première personne du singulier? Bah, la deuxième question est assez intéressante parce que j'ai changé, je crois, pendant l'écriture 3 fois sur la première partie, le premier jet. J'ai changé 3 fois de pronom en fait et de voix. Et j'ai commencé à l'écrire. Donc je réponds à la deuxième en premier, mais j'ai commencé à l'écrire par la voix du narrateur comme c'est aujourd'hui. Et puis j'ai tout changé. J'avais tout mis à la troisième personne.
un moment. Je suis revenu, j'ai fait 2 fois l'aller-retour comme ça, j'arrivais pas à me décider, en effet. Et c'était aussi dans une volonté de changer par rapport au premier. Mais finalement, je me suis rendu compte que je pouvais pas écrire comme ça de façon omnisciente et je perdais ce truc un petit peu attachant, je crois, que le narrateur provoque chez le lecteur. Et lui, après, je sais pas, il me vient un peu naturellement. Je crois que c'est une version un petit peu mieux et pire de moi-même, selon les situations. Euh, il me vient assez naturellement. Mais je force le trait quand il est un peu à côté de la plaque, quand il réagit mal, quand il comprend pas trop, quand il fait des trucs enfantins ou absurdes à certains moments. Ça m'amuse beaucoup. C'est aussi des narrateurs un petit peu inspirés d'autres écrivains. Je pense à Jean-Philippe Toussaint, par exemple, où c'est des narrateurs que j'ai adoré souvent, qui est toujours un peu le même aussi, et qui m'ont parfois traumatisé, où ils faisaient des choses. Je me rappelle, c'est dans un des livres de Toussaint, du cycle de Marie, peut-être Fuir, ou non, un des derniers, La vérité sur Marie, où ils sont à l'enterrement du père de Marie, de sa femme, et donc à l'église, je crois, et lui d'un coup, il se casse, mais il se tire de l'église, mais sans raison particulière, il a envie de se promener. Et donc nous, on est comme des fous à côté, on dit, c'est pas possible de faire ça, mais pour lui, c'est pas grave, et donc ça crée quelque chose, ça crée de l'angoisse, ça crée de l'énervement. Il y a aussi pas mal de, des copains ou des lecteurs qui sont revenus après avoir lu L'Île Blanche et qui m'ont dit qu'ils le détestaient, le type, qu'il était con, quoi. Ils en avaient, au bout d'un moment, ils en avaient marre. Parce que, ouais. C'est vrai on a envie qu'il fasse différemment. Mais c'est ça qui m'amuse aussi, quoi. C'est cette espèce d'anti-héros, c'est pas un type que bien, quoi. Il est pas que bien. Il a ses Et faiblesses. on notera qu'il y a beaucoup de maladresse physique dans le livre. Est-ce que c'est un hommage à vous-même? Est-ce que vous êtes maladroit dans la vie ou pas du tout? Il y a beaucoup de chutes, Euh, de chutes physiques à chaque fois. Le narrateur se vautre régulièrement, ou les euh, personnages. je, Bah, je suis pas le plus adroit du monde, oui, c'est vrai. Mais c'est un caractère un petit peu exagéré, ouais, que je mets. C'est la chute, c'est tintinesque aussi, c'est la troisième fois. Ça, ça me plaît beaucoup, quoi, qu'il soit malade. C'est pas le leader du livre, quoi. C'est le narrateur, mais c'est jamais le leader. Non, c'est sûr il va souvent se casser la gueule ou faire des, faire des trucs qu'il faut pas. Bon. Sandra? Oui, bonsoir Romain et Bonsoir. bonsoir tout le monde d'ailleurs au passage. Euh, alors je suis en cours de lecture de votre roman, je n'ai pas terminé. C'est une très belle découverte. J'aime beaucoup votre écriture en fait. C'est ça qui m'a beaucoup interpellée, c'est à la fois ce qu'on disait, cet aspect un peu absurde. Vous parlez d'anti-héros, j'ai trouvé que c'était intéressant là à l'instant. Et à la fois beaucoup de poésie en fait, beaucoup de beauté. Il y a des passages qui sont très beaux et mêlés effectivement à cet absurde. Et ça, c'est assez étonnant quand même. Alors, ma question, elle est peut-être un peu difficile pour, pour un écrivain, mais est-ce que ça demande un travail particulier dans l'écriture, justement, ce mélange quand même quelque part de tonalité? Voilà, est-ce que vous travaillez particulièrement ça ou est-ce que ça vous vient finalement très naturellement? Et puis j'avais une deuxième question qui n'a rien à voir, mais pourquoi Hélène? Pourquoi ce prénom en fait qui finalement est assez commun? Est-ce qu'il y a autre chose derrière et notamment des références éventuellement? Voilà. Merci. Et c'est drôle parce que vos deux questions sont un peu la même en fait. C'est vrai j'essaye qu'il y ait de la musique quand j'écris, qu'il y ait que ma phrase, hein, il faut qu'elle ait un certain nombre de pieds parce que sinon elle sonne pas. Et je pense que tout le monde, écrivain ou non, ou n'importe quel lecteur, sent quand il y a un mot en trop, quand ça se termine pas bien. Et donc, ça me vient pas naturellement du tout. C'est un travail sur chaque phrase. Mais comme je pense la plupart des auteurs
font ce travail, et donc d'essayer d'essayer que ça sonne, d'essayer qu'il y ait un rythme en fait. Et c'est un jeu de syllabes à prendre, à faire marcher, ouais. C'est très important. C'est le principal travail que je fais en fait, quoi, d'assembler des phrases qui soient des mesures, sans qu'on sente évidemment qu'il y ait une musique. On n'a pas envie que ça soit trop ta 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 ta, ou il faut que ça soit fluide aussi. Ça, c'est vraiment le 80% du boulot, ouais. Et Hélène, c'est parce que ça sonne bien. Justement, c'est parce qu'en fait, c'est pratique d'avoir un prénom et il revient extrêmement souvent. Hélène, le mot Hélène revient extrêmement souvent dans le livre, évidemment. Et donc, j'avais besoin d'un prénom qui soit assez facile à utiliser aussi pour travailler cette musique. Par exemple, je pense, enfin après, ça dépend des auteurs, mais je sais pas, Alexandra ou Sabrina, je sais pas, ça aurait pas marché pareil, parce que je sais pas pourquoi je sors ça, mais j'espère qu'il n'y a pas de Sabrina. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Pas de Sabrina, ça va. Mais ça aurait pu être plein d'autres prénoms, et bon, je trouvais ça assez joli. C'est gratuit et c'est un outil. C'est un outil. C'est gratuit pour son esthétique, et c'est un outil parce que je sens que je vais pas avoir trop de problèmes à l'utiliser. Alors, Romain, j'en profite. Tous ceux qui ont lu le livre ont vu les qualités assez fortes de votre écriture. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez fait qu'un atelier d'écriture. Alors, je me demande quelle a été votre part de travail pour arriver à cette je ne vais pas dire perfection, mais quasiment. Sincèrement, votre écriture est magnifique. Elle est poétique, elle est drôle, elle est incisive. Comment vous êtes arrivé avec un seul atelier d'écriture, si ça a été ce cas-là en tout cas, comment vous êtes arrivé à ce résultat? C'est vrai que c'était un seul atelier qui durait 2 jours. Et en plus, il avait fallu, à cet atelier-là, écrire à la façon d'un auteur qu'on aimait bien. Et moi, je lisais Charles Bukowski tous les jours pendant cette année-là. Et donc, j'avais écrit à la façon de Charles Bukowski, qui a à peu près rien à voir avec la façon dont j'écris aujourd'hui. Donc, j'avais pas encore ce truc-là. Mais comme je le disais tout à l'heure, j'ai tenu pendant très longtemps quotidiennement un blog où j'écrivais souvent des textes qui faisaient 4-5 lignes sur à peu près tous les sujets. C'était déjà des trucs très absurdes. Et d'ailleurs, vous pouvez y aller, c'est romainmeignier.tumblr.com. Et je pense que ça peut être intéressant de revenir ça doit être 2012 ou 2013, la première année les premiers posts. Et en fait, c'est cet exercice quotidien d'écrire tous les jours qui a, je pense, affiné mon style, et qui m'a, voilà, où à bout d'un moment, j'ai choisi ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, ce que je gardais, ma façon de faire. Ouais, je pense que c'est ce travail-là, beaucoup. Et puis la lecture aussi, beaucoup de lectures d'auteurs qui m'ont inspiré, qu'à un moment que j'ai voulu copier forcément, comme tout le monde, et puis qui à un moment donné ont été plutôt assimilés par mes mains, je sais pas, et qui sont devenus autre chose, et ma propre identité, je pense. Justement, en parlant de ces auteurs, moi j'ai beaucoup pensé à Fab Caro et Romain Monnery. Je ne sais pas si vous les avez lus, mais ça m'a fait Romain beaucoup Monnery, penser. Ouais. c'est pas le traducteur des poèmes de Bukowski, justement? Non, je trouve. Je ne sais pas. Je sais qu'il a été romancier chez Au Diable Vauvert notamment, mais je ne sais pas Ouais. s'il a été traducteur, mais c'est possible. Et justement, quelles sont vos références, les auteurs que vous auriez pu vous inspirer, dont vous auriez pu vous inspirer? En effet, il y a Fab Caro pour le côté, si je l'ai découvert assez tard, pour le côté très absurde de la chose. Il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a Jean-Philippe Toussaint, Éric Chevillard, Jean Echenoz, une grosse partie en fait des éditions de Minuit qui m'ont beaucoup apporté, même pour aller plus loin, Beckett ou Duras. Quoi d'autre? C'est vraiment, c'est très centré là-dessus quand même. Après, il y a des grands. Romain Gary aussi, c'est un auteur important. Boris Vian. Et ouais, c'est les plus grands auteurs c'est ceux qui m'ont le plus inspiré, ouais, je pense.
Et concernant la période donc, du confinement, comment vous avez vécu ce sacrifice, entre guillemets, du roman juste avant? Ben, je me suis assez vite résilié parce que il était dans le noir dans une librairie, enfin dans les librairies comme nous tous. C'était, je sais plus qui, euh, je crois que c'est Jean-François Kierkowski, un auteur qui avait écrit une petite note de blog sur l'île Blanche et qui avait dit finalement le roman de Romain Meunier est comme son narrateur, il est là où il faut pas, voilà, ça marche bien avec le livre finalement qu'il soit aussi confiné en librairie. Bon après clairement, bah, c'est bien, je suis très content de pouvoir en parler là ce soir et que ça puisse un petit peu revivre, ça c'est très bien, mais j'ai pas, je me suis assez vite résilié et puis je me suis dit ça marchera, j'aurai peut-être plus de chance avec le prochain, bon. C'est dommage, mais je pense qu'il peut encore exister. Bah, Je pense après, que si je peux me permettre, je pense que tout n'est pas perdu. Heureusement, nous aussi, on oui, était très inquiets, mais les libraires ont vraiment joué le jeu. Parce que nous, en mai-juin, on n'a sorti aucune nouveauté. Et pour l'instant, ils ont vraiment conservé les livres de début d'année, dont l'île Blanche, sur table. Donc voilà, c'est ouais, encore ouais, ouais. tout pour dire, mais heureusement, tout n'a pas été balayé d'un seul coup. Et voilà, des événements comme aujourd'hui rattrape, ça ne remplace pas une rencontre de visu, mais c'est important. Donc, en tout cas, merci beaucoup de l'organiser. En Oui. prie, Laurence, mais c'est vrai que, et j'allais rebondir sur ça justement, c'est que Romain, vous avez eu un beau soutien de Cambourakis, justement, qui n'a pas sorti de livre à votre suite. Donc là, forcément, le dernier Ouais. livre paru chez Cambourakis, ça sera l'île Blanche, au moins jusqu'à la rentrée. Donc ça, je trouve, une belle preuve d'affection, je pense, pour Ah l'auteur et bah, le oui, livre. oui, carrément, carrément. C'est important. Voilà, donc on ne se, on n'est pas abattu. Hein. On va le défendre, ce livre. Soyez-en Bah, sûrs. c'est gentil. Merci beaucoup. Soyez-en sûrs. Est-ce qu'on peut. Alors, il nous reste 3 minutes avant que ça coupe, mais on va relancer juste après. Il suffit juste de se reconnecter. Est-ce qu'on peut parler avant de la couverture? Je ne sais pas, j'ai pas vu le nom du graphiste sur la couverture, sur le livre, mais peut-être est-ce vous, tout simplement. Non, 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 c'est pas moi. Non, non, Cambourakis, c'est un super graphiste et c'est lui qui a dessiné la couverture. Et Laurence, il s'appelle Christophe, j'ai oublié son nom de Oui, famille. c'est Christophe. En fait, c'est lui qui fait les recherches graphiques. Et voilà, c'est à partir d'une photo qu'il a complètement recadrée et travaillé avec l'effet de trame qu'on applique sur beaucoup de nos couvertures, en tout cas qu'on avait déjà utilisé pour Revoir Marceau. Alors, Ouais. on avait été Ouais, il parti est dans assez similaire. Ouais. Ouais, Ouais, on sur a les choisi tons. la même teinte, enfin la même gamme chromatique. Et on était parti dans des essais très très différents, mais je trouve que celle-ci est la meilleure. Les autres étaient un peu plus anecdotiques, un peu plus loufoques. Ouais, il y avait d'autres essais, ouais. Celle-là est très belle. Ouais. Et Romain, est-ce qu'on peut parler de votre quotidien? Votre journée type, elle ressemble à quoi? Je je pars au travail le matin. En fait, je suis au travail toute la journée, quoi. Mais je suis je travaille à côté du parc Monceau, dans ma boîte est dans un immeuble et en fait, on est une société de presse pour la spécialisée pour les médecins. Et donc, on a environ 26 revues pour toutes les spécialités, que ce soit dermato, cancérologie, gynécologie, rhumatologie, cardiologie, tout. Et moi, je fais les couvertures de ces revues, entre autres. Donc, en fait, mes journées, voilà, je les passe à lire des articles sur le cancer ou sur le psoriasis à dessiner ou à redessiner des molécules, des tumeurs, voilà, ou à illustrer des articles de tout sujet. Voilà. Et en fait, voilà, donc c'est ma journée type. Et alors, vous Ça laisse écrivez très quand? peu. Bah, en ce moment, oui, je rédige ça parce qu'en ce moment, j'écris pas. Alors c'est ça. Mais sinon, j'écris le matin. Je me lève, euh, je me lève 1 heure ou 2 plus tôt et je commence par écrire. Vers 6h, 6h30, et puis
Je pars vers 8h, 8h30. Donc, à chaque fois, ça me laisse ouais, 1h30, 2 heures pour écrire chaque jour. C'est assez peu. Euh, et le soir, avant, j'écrivais le soir, mais c'était quand même plus compliqué le soir parce que bah, c'est le soir, c'est plus c'est difficile d'être sérieux le soir. Donc, Pour redébuter, on peut passer à l'extrait oui, bien sûr, de L'Île Blanche. absolument. Bah, j'ai choisi un extrait, page 62. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, ça va rien spoiler, pratiquement pas. Et je pense que ça donne bien le ton. C'est quand même après toute une première partie assez rocambolesque. Là, c'est un moment où on se pose un petit peu. Tout le monde est là alors. Tout le monde est là. C'est parti. J'observe près de la fenêtre le goutte à goutte tomber sur la terre d'une espèce de palmier en pot. La pièce est plutôt chaleureuse, dans les beiges saumon. Le mur à ma droite est recouvert d'étagères pleines de dossiers cartonnés rouges. Devant moi, un type me regarde, les sourcils hauts, curieux. Il a l'air aimable. Sur la porte de son bureau, j'ai lu « Ispettore Ponti ». Je ne sais pas à quel âge les inspecteurs partent à la retraite dans ce pays, mais il doit avoir dépassé la limite. Sa lèvre inférieure tremblote de temps à autre et l'annulaire de sa main gauche, marqué d'une bande blanche de mariage oubliée sur une table de nuit, cogne doucement le bois de son bureau à chaque battement de cœur. Il nous a servi à tous les deux une tasse de café brûlant que je laisse fumer sans rien faire. Il me fait du bien, ce vieux type, Ponti, à scruter mon costume de Batman comme s'il n'avait jamais vu de déguisement de sa vie. J'aime son expression polie, détachée, lente. Un jour, quand tout cela sera terminé, j'écrirai quelque chose pour dire combien j'aime la lenteur. Pour l'instant, nous ne disons rien. Il soulève sa tasse et tente de prendre une gorgée. Je me demande s'il va la recracher, car une épaisse fumée blanche s'élève de nos deux tasses. J'ai touché la mienne d'un doigt et je me suis brûlé. Mais le vieil inspecteur se met à boire tranquillement, par petites lampées qui rosissent son visage. Je tente de l'imiter alors, et je me grille la langue. J'avale, l'air de rien, je ne voudrais pas lui montrer que j'ai un problème avec la chaleur, avec le feu, qu'il puisse faire un lien. Parfois, il parle un peu, sort quelques mots que je ne comprends pas. Alors, j'écarte légèrement les bras pour lui signifier mon manque de vocabulaire et je souris. L'endroit est rassurant, lumineux. Je profite du calme pour relâcher mes nerfs, que je détends un à un, partant des jambes, en remontant le long du dos. Nous avons roulé 2 minutes, le commissariat est tout près de la mer, le trafic n'était pas monstre, ça allait. Ponti sort une feuille d'un classeur, une espèce de formulaire qu'il me tend. Les minutes suivantes, j'essaye de le remplir, consciencieusement, tâchant de deviner ce que réclament les lignes, nom et prénom, c'est facile, âge, sexe, adresse. Le vieil inspecteur s'est penché par-dessus le bureau et me regarde écrire. Parigi, dit-il. Ah, Parigi. Je lève un sourcil intrigué. Vous parlez français, je demande. Il reste un moment interdit, la bouche entr'ouverte, puis il prend une longue inspiration et me répond Die voudrais uno café e uno verre d'eau. Comme ça, lentement, avec un accent de foire et en détachant chaque syllabe, Die voudrais uno café. Je m'en amuse et pour entrer dans son jeu, lui offre ma propre tasse. Mais alors il s'en saisit vraiment, il prend ma tasse à peine entamée et la vide d'un trait, confiant, avant de la reposer vide. C'est un peu irrité que je replonge dans mon formulaire. C'est pas tant que j'avais soif de café, mais enfin, il y a des manières. Et j'en viens à la ligne 8, numéro del passaporto. Je sais qu'il n'y a aucune poche à mon costume, mais je tente de me fouiller, pour la forme, par petites tapes le long des cuisses et du torse. Comme je ne trouve rien, je passe aux questions suivantes. Perché sei qui me demande mystérieusement la feuille. Hai calce armane tu possesso? Sei mai stato in prigione? Je trace des petits traits obliques là où je ne comprends pas. À la fin, je lui rends ma feuille, et pendant qu'il corrige, je me lève et m'approche de la fenêtre qui fait face à la rue, aux immeubles rougeâtres à 2 étages. Je fais dos à la mer, pour une fois. Je profite de cet instant où plus rien ne tangue, où plus rien ne bouge, roule et fume, ne crie et ne tombe. Juste le bruit vague d'un scooter, au loin, et le grattement d'un stylo derrière moi. J'essaye d'oublier, je nie tout. Je me fais la promesse de ne jamais retourner à la mer alors, tout de suite, de ne jamais plus la croiser du regard.
Puis je me souviens que nous sommes sur une île, n'est-ce pas? Encore une, et qu'il me faudrait au moins la survoler pour m'enfuir avec Hélène, une Hélène guérie et cachée, Hélène morte de rire accrochée dans mon dos, dissimulée sous ma grande cape noire. Passaporto, dit-on soudain derrière. Passaporto? Je me retourne, le vieux Ponti me montre la feuille poliment, un sourcil dansant sur le front, son doigt posé sur la ligne pointillée vide. Passeport, dis-je. Passeport brûlé, il a brûlé. Burned, everything burned, dis-je encore en mimant le feu sur la petite île, les flammes qui ravagent le manoir et la grande tente blanche. Bruciato, dit l'inspecteur en faisant soudain exploser ses mains en l'air. Bruciato? Ça ressemble à un nom de fromage comme un tiers des mots en Italie, mais je comprends et j'acquiesce. Après, il n'y a plus grand-chose à faire et nous nous regardons dans les yeux, un échange de regards assez doux, dénué de suspicion et d'inquiétude. Après tout, j'ai perdu pas mal de choses là-bas, bien que j'en sois responsable. J'ai même égaré mes cigarettes et j'en voudrais bien une, là encore, tout de suite. Je ne peux retenir un coup d'œil rapide à la surface de son bureau, furtivement, à la recherche d'un briquet, d'un cendrier, d'un signe. Et quand je reviens à ses yeux, j'y découvre une nouvelle lueur, plus bleue, plus brillante, comme s'il avait compris et dessiné un lien entre moi et le drame. Mais il n'en fait rien de cet éclat, rien sauf un faible sourire qu'il me propose et que j'accepte, avant de se lever difficilement et de me reconduire à la porte. Sur le pas, il me tend la main. Ti richiamero, me dit-il, quelque chose comme ça. A presto, a presto. Et lorsque la porte s'ouvre, elle dévoile Emilio, assis sur une chaise dans l'entrée. En me voyant, il se lève, s'approche de moi à petits pas rapides. Il pose une main sur mon bras gauche. Non, il m'attrape le bras et il me dit Presto, signore, presto, seguimi. You need to go to hospital right now. Je milite, Laurence, pour débloquer un budget pour les livres audio. Hein. Bah, C'est vrai qu'il y a un travail de polyglossie assez énorme. ouais, au niveau des Merci, accents, Romain. c'est un peu dur. Ouais. Et justement, est-ce qu'il y a une histoire particulière avec l'Italie ou pas du tout? Non, pas vraiment. J'y suis allé une fois, simplement, une semaine en Sicile. D'accord. Voilà. Mais non, je n'ai jamais fait d'italien. Donc, j'ai pas mal bossé avec des traducteurs numériques. Et non, absolument pas. Mais en fait, il me fallait un endroit assez isolé. Et j'avais envie que ça se passe à l'étranger parce que ça m'intéressait justement que les personnages aient du mal à communiquer entre eux. Et, mais par contre, il me fallait quand même un pays avec un alphabet latin parce que c'est déjà que le lecteur, il fallait que je fasse réussir à comprendre au lecteur quand les personnages italiens parlaient. Sinon, ça devient un peu chiant. Et j'aurais pas pu l'amener en Russie ou avec un alphabet cyrillique, par exemple. Il aurait fallu des notes de bas de page. Ça aurait été un travail beaucoup trop complexe au niveau de l'écriture, je pense. C'est pas très intéressant surtout. Donc voilà, comme un voyage était prévu là-bas, moi j'ai choisi ça. D'accord. C'était- Eric? Oui, moi je voulais revenir sur votre travail d'auteur, savoir si vous construisiez l'intrigue entièrement du début à la fin avant de vous mettre à écrire concrètement le texte, ou si il vous arrivait d'être guidé par les personnages qui digressent volontiers, donc peut-être que ça va pas toujours où vous vouliez que ça aille au départ. Et puis une deuxième petite question, si jamais vous construisez les personnages un par un, si le narrateur avait un prénom secret. Ah ouais. Ouais, ça, on ne sait pas. Ça. Mais la première question, oui, pardon. La construction. Oui, c'est ça. Mais en fait, non, j'ai 3 étapes un petit peu, qui sont la première étape, c'est de choisir une situation initiale que je veux assez forte. Bon, alors là, c'était l'incendie sur une île. Donc, j'ai le lieu, j'ai quand même 2-3 personnages qui sont très flous. Et puis, en fait, la situation initiale qui va guider la fuite en avant, en fait, le mouvement. Il me faut une sorte de micro Big Bang dans mon récit que je choisis. C'est ça mon travail de scénario. Il a lieu là. Et après, en fait, voilà, c'est des corps qui s'éloignent à partir de cet endroit-là. La deuxième étape, c'est qu'arriver à 20 pages, ça suffit plus.
Donc là, je dessine un plan. En général qui peut aller jusqu'à la fin selon mon inspiration, un truc relativement détaillé quand même. Et la troisième étape, c'est l'application de ce plan et ça marche pas du tout. Et donc là, ça peut durer 2 jours d'écriture où je tiens le plan, mais ça se casse la gueule tout le temps, ça tient pas. Il faut refaire des plans, mais du coup, au bout d'un moment, j'y crois plus à mes plans parce qu'ils tiennent pas. Donc finalement, ça avance page après page et jusqu'à la fin. Et c'est une succession de choix en fait, quoi. C'est juste ça, écrire, quoi. C'est faire des choix, que ce soit microscopique au niveau des mots, de la phrase, ou alors au niveau du scénario plus grand. Et donc il faut choisir, et à un moment, il faut choisir de s'arrêter sur telle ou telle idée. Mais je serais incapable, je crois, d'écrire il y en a qui font ça, hein. Ils écrivent des plans, ils ont des plans extrêmement détaillés, très 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 détaillés. Ils finissent ça et après, tac, ils commencent l'écriture, mais bon, j'aurais un peu de mal. J'aurais un peu de mal. Ça n'étonnera personne. Et mon narrateur, non, il n'a pas de prénom, parce que, comme c'est vraiment pas mal moi, j'aurais du mal à l'appeler Paul ou Jean-Michel, je sais pas. Donc bon, je filoute pour qu'il n'y ait jamais son prénom. Ce qui parfois n'est pas du tout pratique d'ailleurs. Alors. Anne, c'est à toi. Bonjour, j'ai une question sur vous nous avez parlé de votre quotidien. Je voulais savoir si votre rêve ultime, ce serait de pouvoir consacrer tout votre temps à l'écriture, ou si finalement votre quotidien il vient alimenter vos scénarios, vos idées de livres, ou bien si ce serait à l'inverse. Vous avez dit que vous écriviez le matin. Est-ce que ce serait un cauchemar d'écrire toute la journée, ou quelque chose de tout simplement génial? Voilà. C'est une bonne question, et c'est une question que je me pose environ tous les jours depuis quelques années. Je sais pas, parce que c'est vrai que mon quotidien nourrit beaucoup mon écriture, mais finalement, le travail de moins en moins, parce que c'est ce que je le connais maintenant, mon travail, c'est toujours un peu la même chose. Il y a la question de passer toute la journée à écrire. Et là, je crois que c'est le niveau 2 d'écrivain. Je pense que je me sens un écrivain peut-être qu'à 70%, parce que je ne fais pas encore ce truc-là d'écrire pour vivre. Ça me permet pas de vivre, je le cherche pas, et j'ai pas besoin des livres pour vivre, vu que j'ai un salaire à côté. Je pense que quand c'est pas pareil. Je pense que c'est pas du tout la même chose d'être écrivain à plein temps et d'avoir besoin de cet argent que par rapport à moi, ce que je fais. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai peut-être plus de liberté, j'ai moins de pression, et bon, peut-être, je sais pas dans quelle mesure je perdrais en inventivité, ou peut-être en audace. C'est possible, donc c'est un gros risque. Mais en soi, j'aimerais bien. Peut-être essayer 2 ans, et puis après, si besoin, revenir à autre chose. Ok, merci. Sandra? Oui, ma question est pour Laurence. Je voulais savoir un peu quel était votre travail auprès de Romain. Est-ce que c'est un auteur qui nécessite beaucoup de revenir sur le texte ou pas avec lui? Voilà. Comment s'est fait ce travail sur l'île Blanche, et puis sur Revoir Marceau aussi, hein, bien sûr. Alors, sur Revoir Marceau, on a vraiment très très peu retravaillé. Le texte, je l'ai reçu comme ça, j'ai tout de suite été séduite en l'état. On a fait des petites retouches de détails. Je me souviens même plus si on a raccourci des passages, mais je ne crois pas. C'était vraiment quelques mots par-ci par-là, de la ponctuation. Voilà, donc c'était vraiment infime. Sur l'île Blanche, on a un petit peu plus retravaillé. On a
Notamment en parlant, on s'est dit que le personnage d'Hélène n'était pas aussi présent au départ et que ça pouvait être bien de lui donner un peu plus de place. Donc tout ce qui est incursion en fait de la vie d'avant, c'est une idée que Romain a eue après qu'on en ait parlé. Et je trouve que ça apporte vraiment au livre. Et puis pour le coup, là, il y a quelques passages qu'on a raccourcis ou qu'on a... Enfin, je dis on parce que on en a parlé, c'est Romain qui a tout fait très bien tout seul, mais c'est voilà. Là, il y a eu, mais par rapport à d'autres, c'est quand même un auteur avec qui on travaille vite et très facilement. Et moi, je suis impressionnée aussi par sa capacité à écrire vite des ouvrages d'une telle qualité. Enfin, quand il a mis même pas 2 ans à écrire L'Île Blanche, Revoir Marceau, pour le coup, je ne sais pas combien de temps tu avais consacré, mais Une année, je crois, ou 1 an et demi peut-être. ouais. Donc c'est à la fois long, mais c'est assez rapide quand même par rapport à d'autres écrivains. Donc non, voilà, et ça va vite. Je trouve que ça fonctionne bien. C'est vraiment agréable de travailler ensemble. Enfin, c'est mon sentiment. J'espère que c'est Bah, complètement. Et puis en plus, pour l'île Blanche, il y a eu un gros travail de ponctuation aussi, ouais. parce que la première version avait été pratique. Enfin, j'avais oublié de mettre des points, je crois, surtout pour la première partie où ça bouge beaucoup. Ils sont dans de la fuite. C'est la spécialité de Laszlo Krasna-Orkai, ça. Hein. Ah oui, bah oui, voilà, mais je suis pas Laszlo Krasna-Orkai, malheureusement, donc ça n'allait pas du tout. J'avais voulu faire des choses avec des et des virgules tout le temps Oui. pour essayer de paniquer le lecteur qui se sente vraiment dans la course, mais en fait, il n'y avait pas de souffle, il n'y avait pas d'air. Et donc, Laurence, oui, tu m'as beaucoup aidé aussi à revenir là-dessus. Mm. Laurence me fait toujours des annotations, des commentaires sur le texte qui sont très justes. Même d'ailleurs, parfois des écarts des choses qui sont pas très. Comment dire, il y avait même des remarques un petit peu déplacées parfois dans mes personnages où tu as pu me reprendre là-dessus. Ça, c'est toujours intéressant. Martine? Oui, moi je reviens un peu sur la question de Anne sur votre quotidien dans la presse médicale. Vous faites dire à un moment à votre narrateur je manquais parfois de discernement et comblais cette carence par diverses actions étranges ayant pour but d'égayer un réel trop platonique à mon goût. Est-ce que pour vous, écrire des romans, c'est justement égayer votre quotidien où vous lisez toute la journée des articles sur le cancer et diverses maladies? Est-ce que je suis angoissé en fait par mon travail? Oui, oui, évidemment, c'est une sorte d'échappatoire, l'écriture, d'essayer de. C'est ce que je fais en fait, de coller au réel, d'écrire des histoires très réalistes, mais avec toujours un petit problème, quelque chose qui déconne un petit peu. Et, je suis très attaché quand même à des situations. Des situations réalistes. Je suis assez terre à terre en fait dans la vie, mais aussi je pense que j'aime bien ramener quelque chose d'un petit peu fou, et donc je crois que je fais la même chose dans les livres. Ça, ça égaye un peu le quotidien, même si c'est quand même c'est quand même du travail. Et c'est pas avant que ce soit fini, c'est pas toujours très marrant, mais ouais. Je suis pas, par exemple, je suis pas du tout un lecteur de science-fiction ou d'heroic fantasy ou des choses comme ça. J'ai du mal à y croire. Il y a il y a une notion que j'aime beaucoup qui s'appelle la suspension consentie de l'incrédulité. Ça signifie que le lecteur, pendant la durée d'un visionnage d'un film ou la lecture d'un livre, va accepter de mettre de côté sa crédulité, le temps de la lecture du livre. Et ça m'intéresse beaucoup de jouer sur cette espèce c'est toujours un fil en fait. À quel moment on croit en une histoire, et jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut ramener de l'étrange, de l'anormal, presque parfois du surréaliste, sans perdre le lecteur. Et ça m'intéresse beaucoup. Toujours en restant sur quelque chose de fin. C'est ce que j'essaye. J'aimerais bien, je crois même plus tard, écrire quelque chose de plus surréaliste, mais qu'on y croit quand même. Jean-Marc? Oui,
Je crois que ça doit faire, je ne sais plus, 25 ou presque 30, variant les éditions en live qu'on fait depuis ces dernières semaines. Anthony, tu nous préciseras. Mais je pense que c'est la première fois qu'on a un auteur et son épouse en même temps, si j'ai si j'ai bien tout compris. Donc je voulais profiter effectivement de la présence d'Élise pour savoir finalement avoir le pendant, vivre avec un auteur. D'abord, est-ce que vous vous retrouvez dans tout ce qu'il nous a dit? Est-ce que combien de fois il nous a menti depuis le début? Mais plus sérieusement, non, comme vous êtes, je crois vous aussi, si j'ai vu votre compte Instagram, illustratrice, est-ce que vous avez des projets ensemble autres que personnels? J'entends professionnels dans l'édition. On parlait de graphisme tout à l'heure. On connaît d'autres exemples de couples où l'un écrit et l'autre illustre. Est-ce que, voilà, comment vous vivez vos activités professionnelles tous les deux ensemble? À noter que je n'avais pas fait la remarque, étant donné que j'avais déjà fait une bourde sur Isabelle Kambourakis et Frédéric Kambourakis, je n'ai pas voulu savoir si Élise était la sœur ou la femme de Romain. Moi, j'ai triché, je suis allé voir les photos sur le compte, donc j'ai quand même validé avant et j'espère ne pas m'être trompé. Vous savez tout. Vous avez tout compris. Il y a eu plusieurs questions. Je vais commencer par... alors, il ne vous a pas menti, déjà. Depuis le début, je crois qu'il a été assez honnête. Il me semble juste que tu as oublié de dire que... Bon, je n'ai pas entendu, mais Romain, quand il commence un livre par une semaine, il s'isole pour écrire. Et ça lui permet de commencer justement, je pense, ces 20 premières pages dont il parlait, de commencer à échafauder ses plans. Et parce que même si on part en vacances tous les deux, je pense que c'est difficile pour lui de se concentrer vraiment et d'avoir son premier départ qui lui permet après en fait, d'avoir la rigueur de se lever tous les matins alors qu'il va travailler ensuite pour continuer le livre. Je pense qu'il a besoin de ce départ-là, comme il l'évoquait d'ailleurs dans ses livres sur son petit Big Bang. Je trouve que dans son travail, il fait un peu la même chose. Et la deuxième question, c'était sur les projets qu'on peut avoir ensemble, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors déjà, est-ce que vous regardez de temps en temps, pendant son écriture, vous le relisez avant qu'il donne son travail à Laurence, vous intervenez et puis, est-ce que vous avez des projets ensuite, éventuellement ensemble un jour? Et je crois que je suis peut-être sa première lectrice. Il a parlé d'Autodafé à un moment, qui est le deuxième roman qu'il avait terminé, où je lui ai dit j'ai peur, qu'est-ce que tu fais? N'envoie pas ça à un éditeur. Mais c'est bien que tu l'aies sorti, mais non. Non, plus sérieusement, oui, je lis ces livres à différents moments. Après, même si j'essaie d'être le plus constructif possible, c'est assez difficile d'avoir une critique intéressante sur le travail de la personne avec qui on vit. Et je pense que j'ai un regard forcément plus bienveillant sur lui que sur un auteur que je connais pas. Mais j'essaye d'être assez constructive. Et la dernière question, donc Romain l'a un petit peu dévoilé tout à l'heure, mais on a commencé un projet de BD ensemble. Voilà, à voir où ça nous mène. Mais on a un projet en cours de début, je dirais. Voilà. Oui, il y a du boulot encore, mais avec des bonnes idées. Et est-ce que ce sera un point de départ, comme vous l'avez fait dans les 2 derniers romans, un point de départ un peu absurde? Oui, plutôt, ouais. Ouais. Oui, là, on est justement, on peut se permettre d'être très, très absurde. Ouais. À la Fab Caro un petit peu et d'autres auteurs de BD qu'on aime bien. Mais oui, là, c'est complètement barré. Ouais. C'est parfait, on adore ça. Oriane? Oui, du coup, par rapport à votre travail, je me demandais, vous vouliez faire un livre un peu plus réaliste. Est-ce que vous pensez faire un livre qui serait du coup relié aux articles que vous pouvez lire durant votre travail? Et par exemple, très caricaturalement, reprendre par exemple le livre Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal. Ouais, et du coup, est-ce que ça pourrait être une piste dans le futur? Je sais pas parce que en fait, il faut savoir que les articles que je lis au travail, c'est pour des médecins, c'est des spécialistes.
Et donc, la plupart du temps, je ne comprends rien à ce que je lis. C'est vraiment très, très pointu. C'est de la médecine très pointue. Donc, j'ai besoin d'un travail de vulgarisation qui soit un peu fait à côté pour me permettre de comprendre et après d'illustrer des articles. Mais je crois ce travail, il se retrouve un peu dans mes livres parce qu'il y a toujours un petit peu des problèmes physiques aussi, un petit peu où il y a des certains mots que j'aime bien placer, mais c'est vrai que ça reste assez léger. Euh, ouais, je pense que ça peut arriver dans un prochain livre. J'avais eu une idée aussi, oui, qui aurait traité de dermatologie un petit peu. Euh, mais concrètement, bon, je pense que ça va pas être le point central de mes livres, non. Parce que bah, j'aime bien séparer les deux choses aussi et puis sortir un petit peu de ça. Ouais. Mais ça me donne tout un vocabulaire et tout un univers voilà, assez intéressant, assez nourrissant. Rita? Oui, bonjour, bonjour Romain, bonjour à Bonjour. tous. Alors, mis à part le projet BD que vous avez évoqué et qu'on a d'ailleurs hâte de découvrir, est-ce qu'un nouveau roman est en cours d'écriture? Et si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Mais je suis désolé, mais non, pour l'instant, il n'y a pas de roman en cours d'écriture. En fait, pendant le confinement, alors ça va pas du tout être original, mais j'ai écrit un journal de confinement que je publiais sur Instagram et Facebook tous les jours, qui était justement quelque chose de très absurde qui se passait à la maison avec Élise. C'était vraiment ça, sauf qu'il y avait des éléments complètement loufoques qui arrivaient et qui n'étaient pas du tout vrais. Et donc, je me suis bien amusé avec ça, mais je pense comme beaucoup, probablement d'entre vous, j'ai très peu lu, très peu écrit pendant le confinement, et enfin, en tout cas au début. Donc, j'étais pas du tout productif. Et là, l'envie commence sérieusement à monter de m'y remettre pour un livre. Mais j'en suis à cette période où je cherche la première étape qui est le micro Big Bang qui va faire avancer mes personnages. Et c'est ce que je recherche un peu. Donc, je peux pas en parler pour l'instant. Mais enfin, pour reparler de ce début d'écriture, ça me fait penser à une phrase de Jean-Baptiste Gendarme qui est dans un de ses romans, qui dit, qui essaie de donner une définition de la littérature et qui dit la littérature, c'est peut-être de placer des personnages dans des situations, dans des situations improbables et voir comment ils se démerdent avec ça, voir comment ils s'en sortent. C'est ça que j'essaye de faire. Jean-Marc? Oui, j'avais une question pour Laurence. Si j'ai bien entendu tout à l'heure, en fait, avec Romain, vous avez un peu étrenné le département français et contemporain. J'imagine que ça devait être très différent de ce que vous faisiez justement habituellement chez Cambourakis, avec soit des auteurs traduits, soit des rééditions, effectivement, même parfois d'auteurs morts. Est-ce que, voilà, comment vous êtes organisé au sein de la maison pour travailler justement avec un auteur local vivant? Ça, c'est la première chose. Et puis, où est-ce qu'il en est, ce département français? Est-ce que par la suite, ça a essaimé et donné d'autres livres et d'autres projets? Alors, enfin, c'est vrai que le travail sur des traductions et sur des auteurs français n'a absolument rien à voir, puisque quand on cherche, on travaille sur des livres, des textes qui ont déjà été édités. Simplement, il faut enfin, il s'agit juste de le traduire. Donc, il y a plutôt un travail de recherche, on lit la langue de la soumettre, ou sinon d'obtenir des rapports, voilà, d'étoffer un domaine linguistique qu'on a créé. Pour un auteur français, on reçoit, alors ça dépend, puis si je reparle de Au revoir Marceau, c'était quasiment parfait. Pour d'autres romans, on travaille un peu plus, mais moi, enfin, on trouve un texte qui nous interpelle, soit par la langue, soit par le sujet, et ensuite il y a effectivement un travail beaucoup plus minutieux sur la langue, sur la construction du texte. Pour m'organiser, j'ai simplement dû dégager un peu de temps parce que je suis la seule à travailler sur les textes chez Cambourakis, donc c'est simplement une décision qu'on a prise à un moment avec Frédéric de dédier du temps aussi au domaine français pour le développer.
Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des étapes un peu plus supplémentaires puisqu'on ne mesure pas toujours exactement combien de temps va prendre le travail sur le texte par rapport à une traduction, même s'il y a aussi des traducteurs qui sont parfois en retard et qu'il faut s'adapter, etc. Mais voilà, c'est simplement une organisation autre. Et en ce qui concerne le domaine, oui, il s'est pas mal étoffé. On publie à peu près 4 textes par an. On a publié beaucoup de premiers romans. Et là, on doit être à une petite dizaine de textes maintenant. Et justement, Laurence, est-ce que l'apport de Romain au départ avec Au revoir Marceau a décuplé les manuscrits que vous aviez reçus ou pas du tout? Est-ce que les écrivains se sont dit Cambourakis publie français, alors pourquoi pas moi? Oui, alors ce qui était étonnant, c'est qu'on recevait déjà beaucoup de manuscrits français malgré tout avant. Pas sûr que tout le monde cible forcément très bien ces envois au départ, mais il y a aussi des lecteurs qui connaissent certains auteurs importants étrangers du catalogue et qui souhaitent, qui essayent en fait, qui tentent leur chance en se disant voilà, j'ai lu un tel et j'aimerais beaucoup. Mais j'ai l'impression en effet que maintenant on en reçoit encore plus. Depuis 2 ans qu'on en reçoit beaucoup plus, surtout par email en fait. Donc oui, je pense que ça a contribué à une visibilité du catalogue et après, on reçoit des choses qui ne sont pas toujours intéressantes, mais on en reçoit beaucoup. Oui. En fait, ma question, oui, pardon. Est-ce que c'était une volonté vraiment, et est-ce que ça l'est toujours, de développer le domaine français et de grossir cette partie-là, ou est-ce que ça restera toujours un peu accessoire par rapport à tout ce que vous faites en domaine étranger? Ah non, oui, c'est vraiment une volonté de créer un domaine qui ait sa place, qui ait son importance. Et pour l'instant, là, on est arrivé à peu près, peut-être pas à un équilibre, mais à bon 2/3. Ça compensera jamais, puisqu'en étranger, on a à la fois les grands formats, beaucoup de poches aussi. Donc, c'est vrai que la littérature étrangère occupe une place importante et puis historique et qu'on n'a pas du tout envie d'arrêter. Mais c'est vraiment une volonté, en tout cas, de créer un domaine important qui donne aussi une autre visibilité à la maison et puis qui apporte des nouvelles voix, autre chose. Oui. Rita? Oui, alors ma question est aussi pour vous, Laurence. Je reviens sur, on parlait justement de cette période compliquée qu'est le confinement et du risque de disparition des livres récents des tables de librairie. Alors j'en profite pour revenir sur le numérique. Est-ce que le sujet est remis sur le tapis? Est-ce qu'il est prévu de réétudier la question chez Cambourakis dans un futur proche? Pour rappel, Frédéric était totalement contre, de mémoire. Oui, tout à fait. C'est pas quelque chose qui m'intéresse trop parce qu'il est plus attaché au livre, vraiment à l'objet. Ça se ressent d'ailleurs dans les couvertures. D'ailleurs, oui. Mais ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que j'essaye d'amorcer ce chantier. Et je pense que malgré tout, ce serait important, effectivement, le confinement. Bon, ceci dit, on a quand même pas mal vendu aussi à partir du site pendant le confinement. Donc, donc ça a un petit peu compensé, mais je pense que en effet, ce serait bien de mettre ça en place. La version papier, vous voulez dire, c'est ça? Oui. La version papier. Oui, la version papier. Oui. Mais effectivement, c'est quelque chose on pensait le mettre en place à partir de septembre. Là, tout a été un peu bouleversé, comme pour tout le monde, à cause du confinement. Mais je pense qu'en 2021, ça fera, pour les 15 ans de Cambourakis, il y aura peut-être une version numérique, oui, je pense. Sachant que en parlant avec les autres éditeurs qui en font, je sais que ça reste une part infime des ventes, surtout pour la littérature, en fait. Ça marche davantage pour les sciences humaines, etc. Mais ça augmente surtout... plus un livre marche, plus il est vendu sur les 2 formats. Donc voilà, mais c'est toujours intéressant dans tous les cas que le livre soit disponible aussi pour des lecteurs qui ne peuvent pas forcément se déplacer en librairie. Exactement. Parce que Au-delà, Rita, effectivement, du chiffre d'affaires. Vas-y, Anthony.
Rita ne l'a pas dit, mais elle habite aux États-Unis et forcément a beaucoup de mal à se procurer des livres Cambourakis. D'où la question, je comprends. Et oui. voilà. Exactement, c'est ça. Alors, j'ai voulu effectivement lire le livre, mais bon, j'attendrai un petit peu. Parce qu'il y a pas... Et on t'en parlera. J'avais juste une question pour toi avant que l'interview fin de phrase se fasse. Il y a deux choses que tu as dit au tout début, début de la rencontre là, que Anthony a dit. Il y a eu le fait que c'était pas forcément facile de pitcher les livres de Romain et également le travail sur les couvertures. Tu as parlé du fait que les autres couvertures de l'Île Blanche étaient peut-être plus anecdotiques. Et ça ne me surprend pas que vous puissiez avoir ce genre de peut-être difficultés ou façon de vouloir exprimer les choses, parce que je trouve que dans les livres de Romain, il y a des moments où il va s'attacher à des objets ou des détails. Ce que moi j'apprécie dans son écriture, et je pense que peut-être vous aussi, du coup, si vous avez choisi de l'éditer 2 fois. Et je pense notamment dans Revoir Marceau, donc que tout le monde n'a pas forcément lu, il y a tout un moment sur une raquette de badminton. Voilà, moi c'est un moment qui me fait beaucoup rire dans ce livre, mais c'est quand même une raquette de badminton. Et pour autant, je trouve que la couverture de Revoir Marceau, je ne l'ai pas apporté dedans, mais c'est des rails comme ça qui... Je l'ai là, mais je sais pas si... Voilà, on a ces rails comme ça qui vont nulle part et qui représentent complètement, enfin moi je trouve très juste par rapport à l'errance du narrateur, sans vouloir en dévoiler plus. Et pareil, je trouve que l'Île Blanche, la couverture, il y a un très beau travail dessus. Et donc je trouve qu'en image, vous arrivez très bien à résumer l'ambiance des livres de Romain. Et donc, quel travail que toi tu fais avec le graphiste et aussi comment tu te prépares à les pitcher si c'est compliqué que ça, quoi. Pas s'attarder sur la raquette, ce qui va pas forcément parler à tout le monde sans être lu, quoi. Mais c'est vrai ce que tu dis sur les détails, parce que moi, quand j'essaye de... je raconte l'histoire un peu vite avec le point de départ, enfin comme avec sur tout cet événement déclencheur. Et après, c'est surtout quand je réfléchis aux images, j'ai beaucoup de détails. Donc là, il y avait le mégot de cigarette. Bon, ça, esthétiquement, c'était pas très réussi. J'avais pensé à un hippocampe aussi, parce que donc on avait fait des essais, mais c'était assez difficile de trouver quelque chose de parlant sans que ça fasse trop livre de sciences naturelles ou nature et découverte ou autre. Et pour la raquette de badminton, c'est drôle parce que ça faisait partie des essais qu'on avait fait, mais Oui. je crois que c'était toi, Romain, finalement, qui n'en avais pas voulu. Ouais, pour Revoir Marceau, il y avait eu une Ouais. première version, c'était Quentin, hein, je crois. Oui, Avec, c'est il y avait une raquette de badminton, des moutons et je ne sais plus quoi d'autre. Dans un montage un peu surréaliste. Ouais, il y a une petite thématique animaux aussi, hein, dans les deux. C'est vrai. J'avais pas réalisé. Ouais. C'est vrai, ouais. On passe à l'interview. On profite qu'il n'y ait pas pour l'instant de questions. Donc, une interview fin de phrase. Oui, Laurence ? Non, pardon, c'était juste parce que j'avais l'impression de ne pas avoir fini de répondre à Élise. Mais après, c'est l'ambiance générale, en fait, qu'on arrive à restituer. Là, c'est vraiment le point de départ du mariage. Et puis, comme tu disais, l'errance pour l'autre, qui aurait aussi pu servir pour celui-ci, mais on ne pouvait pas faire 2 fois la même couverture. Et j'avais une question justement pour Élise. Est-ce que vous avez une formation littéraire aussi, en plus d'être illustratrice? Non, pas du tout. Moi, j'ai fait les Beaux-Arts comme Romain. On s'est rencontrés là-bas. Et non, j'ai toujours lu, mais j'ai beaucoup plus lu depuis que j'ai rencontré Romain. Il m'a fait découvrir énormément d'auteurs, et notamment les références qu'il a nommées tout à l'heure. Je ne connaissais pas du tout par les éditions de Minuit. Cambourakis, j'ai découvert... C'était un livre qu'on avait offert à Romain au départ, enfin, des choses comme ça. C'était lequel, justement, si vous en rappelez? Le premier Cambourakis que j'ai lu, c'était Feynman, du coup. Mais le premier qu'on t'a offert, c'était lourd, c'était un écrivain comme les autres. Ouais, c'est ça, ouais. De Kotzwinkle. Ouais. Le même auteur, d'ailleurs, finalement. Oui, ouais. Alors que les livres n'ont rien à voir entre eux, enfin, je trouve. Oui. On est d'accord. Donc, l'interview fin de phrase. Je commence une phrase, vous la finissez. Vous tentez de la finir. Je vais essayer. Ouais. Je suis sûr que vous allez être brillant et absurde. Depuis que je suis auteur,
Ah, depuis que je suis auteur, je me lève trop tôt. Le métier d'écrivain, c'est Faire des choix. si je ne pouvais plus écrire, Je ferai des siestes plus longues. le jour où j'aurai le prix Goncourt, Euh, euh, je m'achèterai une maison en Lozère. En Bretagne, pardon, en Bretagne. avec la foudre. Très bien. Je n'aime ni la bière ni le café. Vous êtes un menteur. Bon, on engueulera l'argumentaire de la fiche de presse. La digression, pour moi, c'est Ça fait partie de l'histoire. quelle histoire? L'histoire avec un grand H? Ça fait partie de l'histoire de ce qui est important à écrire et à lire. Si je devais m'exiler, j'irais. La Lozère, En la Normandie. Lozère n'est pas. Ouais, la Lozère et la Bretagne sont exclus. Hein. Ouais. J'irai à l'abbaye de Lérins. Je voulais y aller, j'avais prévu d'y aller en avril. C'est sur l'île de Lérins, de Lérins, au large de Cannes. Il y a une abbaye avec 30 moines et ils proposent un service d'hôtellerie. Et donc, on peut y aller. Et c'est un monastère silencieux. C'est vraiment génial. C'est proche de chez moi, donc oui. Je conseille. ouais. Je conseille. Et est-ce que Élise valide les choix de vacances proposés par Romain d'ailleurs? La Bretagne, la Normandie, la Lozère? Elle valide pas à proprement parler. Mais... Ok. Si je devais qualifier mon roman, si je devais qualifier mon roman, bleu. C'est nul comme réponse. Disons bleu, c'est dur de. D'accord. Il est bleu, quoi. Ouais, il est bleu. Il est bleu. Mon prochain roman sera jaune. Elle sera immobile, je pense, plutôt que là où je suis dans le mouvement et le voyage. J'essaierai quelque chose d'immobile, peut-être. Et la dernière question, maintenant que je suis célèbre. Ça fait 2 fois que vous mentez. Tant que je suis célèbre, on va essayer d'être peut-être plus célèbre, mais déjà ce soir, oui, là, ce soir. Non, je suis très content en tout cas. Merci. Merci Romain, merci. Et on a une question de Taël. Oui, bonsoir. Moi, comme j'ai lu aucun des deux et que j'avais très envie d'en parler, par lequel je commence? Entre lequel des deux romans? Je pense qu'il faut toujours commencer un écrivain par son premier livre. Donc, je dirais Revoir Marceau. Mais Laurence dirait plutôt L'île Blanche. Je ne sais pas. Moi, je suis super avancée, merci. Je pense que je dirais aussi Revoir Marceau. Ok, ouais. Merci. Ouais, parce qu'il y a le narrateur est à mon sens le même. Donc je pense aussi qu'il faut peut-être commencer par le premier, mais on peut y voir des différences. Mais le personnage en lui-même, quand même, c'est à moitié vous et c'est à moitié lui. Donc je pense qu'il faut commencer par le premier aussi, je pense. Hein. Je pense. Bon, je lirai les deux de toute manière. Ouais. Voilà. C'est gentil. Merci. Alors, si plus personne n'a de questions, on va s'arrêter là. Et ce fut un plaisir, Romain et Laurence, de vous avoir. Et Élise aussi. Donc, on a un trio aujourd'hui. On n'était pas au courant, donc c'est encore mieux. Merci infiniment à tous les deux. Et Romain, évidemment, vous êtes le... Oui, la photo, on va faire la photo. On va faire la photo de groupe. Oui, on fait une photo de groupe. On a pour habitude de faire une photo collective. D'accord, trop bien. Donc là, il faut se recoiffer. Hein. Voilà.
Super, parfait. Et Romain, évidemment, vous êtes le bienvenu pour un prochain roman. Ça, c'est une évidence. On a adoré ce moment. Donc, tout le monde a été dithyrambique en off, hein, évidemment, mais Élise est là. Élise est là. Ah, elle va tout me dire, formidable. Bah, merci beaucoup à vous. C'était un plaisir. C'est super ce que vous faites. C'est gentil. Merci. Merci. Ouais, merci à vous, hein, vraiment. Merci Laurence. Et évidemment, Laurence, on se recontacte aussi pour la rentrée et pour les 20 ans de Cambourakis. C'est une évidence. Les 15 ans déjà. Les 15 les 15 ans, pardon. Les 15 ans. 15 ans. 15 Mais ans. pour les 20 ans aussi, bien sûr. Merci à Bon, vous merci. et bonne fin de week-end à tous. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Bonne soirée.